Introduction. Mesdames, Messieurs, bienvenue à mon exposé. Il s'agit de des rampes en enrochement pour permettre la passabilité, mais surtout des rampes en enrochement restructurées. C'était donc le sujet de ma promotion. Je suis ingénieur, donc j'admets tout de suite que j'ai peu de connaissances sur les poissons. Et j'ai donc besoin de l'information de Armin Peter et nous avons préparé cet exposé ensemble. J'aimerais bien vous présenter les résultats aussi bien de mes recherches, mais encore les résultats de ces recherches et des recherches que nous avons menées en commun. Principalement, il y a deux types de rampes en enrochement. D'un côté, les rampes classiques, qui sont caractérisés par une espèce de tapis de blocs qui couvre complètement la surface de la rampe. Ces blocs peuvent être mis en place de manière structurée ou alors ils peuvent être versés. Ce sont des constructions assez solides qui peuvent supporter même un passage 10%, mais ce sont des constructions qui peuvent également se décomposer de manière assez abrupte, c'est-à-dire pour la sécurité des crues, le mécanisme est assez compliqué et dangereux. C'est pour cela qu'on a trouvé ce deuxième type de rampe. Ce sont les rampes dissolues, où il n'y a pas ce tapis comme je le décrivais. Il y a par exemple les rampes structurées, où les rampes sont placées dans un certain ordre, qui peuvent supporter jusqu'à 5% de dénivellement. Et ensuite, la rampe autodynamique, on n'a pas beaucoup d'expérience avec ces rampes. L'idée est de répartir un certain matériau, par exemple du gravier, au bord de la rivière, et ensuite nous laissons l'érosion avoir lieu dans la rivière. Et comme ça, la rampe trouve, disons, une position naturelle. Ces rampes peuvent supporter des niveaux de 5 à 6%. Normalement, ces rampes ont un bon comportement. Dans les cas de surcharge, ils ne vont pas se décomposer complètement, mais ils vont s'adapter à la charge accrue, ce qui est un avantage, présente un avantage pour la sécurité en situation de crue. Une chose qu'il faut clarifier, ce ne sont pas des passes à poissons pour la montaison. Leur premier objectif est la protection contre l'érosion. Donc l'objectif, c'est la stabilisation des rivières contre les crues. Aujourd'hui, je vous parlerai surtout des rampes non structurées et j'aimerais vous montrer cette image hivernale du canton des Grisons. Nous regardons vers l'amont et vous voyez que ces rampes sont caractérisées par des blocs qui sont dispersés au hasard. Il n'y a pas de contact entre les blocs, ce sont des blocs individuels et il n'y a pas non plus de structure géométrique régulière. Ils sont déterminés par 3 paramètres. D'un côté, la taille moyenne du bloc, 1,4 jusqu'à 1,5 mètres, des blocs qui pèsent jusqu'à 5 tonnes. Le deuxième paramètre qui est très important, c'est le matériel du sédiment, la composition de ce matériel. Et le troisième paramètre, c'est la densité. C'est la proportion entre la surface qui est couverte par les blocs et la surface totale de la rampe. Pour vous donner une idée, ici nous avons 2,2 mètres jusqu'à 2,5 de largeur, une longueur de 100 mètres et la densité de surface est de 20% à peu près. Pourquoi ? Enfin, la question de la recherche à propos des rampes. Les bases manquent en quelque sorte, des bases étendues. Il y a certaines recherches encore limitées, mais on aimerait bien étendre ces recherches
et aussi la mise en application. Et il manque encore jusqu'à aujourd'hui une évaluation du point de vue écologique. Pour l'instant, on n'a pas suffisamment de données pour bien pouvoir évaluer la qualité de ces rampes en enrochement. Nous savons qu'elles sont assez belles et qu'elles ont un aspect positif pour l'écologie, mais nous ne connaissons pas exactement donc leur qualité. Vous avez déjà vu ces chiffres plusieurs fois ce matin. Il y a environ 100 000 chutes artificielles en Suisse, avec une différence de hauteur d'environ 50 cm. Ce sont des barrières, très clairement, et on souhaite rétablir la passabilité pour les poissons. Ma dissertation était partagée en 4 parties. La première phase traitait de la stabilité, l'influence des paramètres de construction et une combinaison de paramètres optimisés. La deuxième phase, c'était le comportement des rampes, que j'ai nommé ainsi. Je n'ai pas seulement regardé les rampes et leur stabilité, mais la rampe dans le contexte du système écologique, du système de la rivière. Qu'est-ce qui se passe en amont et qu'est-ce qui se passe en aval? Ces deux phases ont été étudiées dans un laboratoire. La troisième phase, c'était un peu des recherches fondamentales, de décrire les turbulences, l'hétérogénéité de la rampe à partir de données de vélocité avec les 2 doubles anémomètres laser. J'en parlerai plus tard. La quatrième phase des essais sur place, où j'ai pu travailler avec Armin Peter, et l'objectif, c'était d'étudier les possibilités de franchissabilité effective dans le prototype, pour le prototype. L'objectif général de ma dissertation, c'était l'extension des bases de dimensionnement avec le focus aussi bien sur les exigences hydrauliques qu'écologiques. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter quelques résultats essentiels. Commençons par la phase de stabilité. Ici, vous voyez le modèle qui a 13,5 mètres de long et 0,6 mètres de largeur. Vous voyez les outils pour mesurer les sédiments, l'adjonction de sédiments, pour peser le sédiment. Ici, vous voyez comment la rampe a été construite dans l'essai, une coupe transversale et longitudinale. Ce n'est pas aussi important, mais le procédé était le suivant. La rampe a été construite avec un certain déniveau d'environ 5%, donc une pente assez importante avec cette rampe, avec du matériau de sédiment. Ensuite, on a chargé pour la première fois la rampe en état stationnaire, donc toujours la même décharge jusqu'à ce que les conditions d'équilibre aient été atteintes, c'est-à-dire plus rien ne bougeait. La rampe est alors stable. Lors de ces conditions d'équilibre, j'ai mesuré encore une fois le déniveau et avec une charge plus importante, ainsi de suite, jusqu'à ce que je puisse varier la charge de la rampe et suivre ce point de charge. Donc, à chaque fois, définir l'équilibre. Comme je le disais, je voulais savoir quelle est la combinaison optimale par rapport à la stabilité en variant les paramètres, 2 mélanges de sédiments, un mélange fin, un mélange plus grossier. Ensuite, les matériaux de versement, ce qui est intéressant pour la recherche. Ensuite, avec des adjonctions de sédiments ou alors sans adjonction de sédiments. Ensuite, 3 données différentes de blocs, de taille de blocs, et ensuite encore 2 densités différentes de répartition pour rechercher la stabilité. C'est déjà le résultat final de mon travail, et tous ces points sont donc des essais différents. C'est pas aussi important de savoir quel point représente quel essai, mais
c'est un diagramme sans dimension de stabilité. Sur la voie X, vous voyez la décharge et les paramètres caractérisants de la rampe. Et sur de l'autre côté, Y, vous avez le déniveau. Donc à partir de cette formule assez simple et de ce graphisme, on peut dimensionner la rampe de manière assez simple. Si nous savons que nous souhaitons aboutir à un déniveau d'1,5%, nous avons besoin d'environ 650 de ces paramètres sans dimension. Et à ce moment-là, on peut travailler avec cela. Ça, c'est un petit peu l'idée. Mais maintenant, la recherche de base qui me tient vraiment à cœur de vous le présenter aujourd'hui parce que c'est important pour l'évaluation du point de vue écologique. On a eu un deuxième chenal. C'est fixé sur la rampe de manière que les conditions géographiques restent toujours les mêmes. Là, vous voyez donc la sonde LDA avec 4 rayons laser. Et c'est justement à ce point que vous pouvez mesurer 2 composants de vélocité. Et c'est ainsi que vous pouvez mesurer et définir les turbulences, identifier les turbulences. À partir de ces données très détaillées, j'ai toujours mesuré tous les 5 mm dans tous les sens, donc c'était vraiment très dense. À partir de là, vous pouvez établir des profils, comme vous voyez ici. Nous regardons dans la direction du cours d'eau, c'est la largeur du canal, la hauteur, les points représentent la topographie, donc le lit de rivière, et c'est les endroits pour les données de la vélocité. Il n'est pas important de savoir... Enfin, vous voyez ici plusieurs degrés. En gris, il y a une certaine hétérogénéité pour chaque coupe transversale. Et c'était un petit peu l'idée comment représenter la diversité, analyser la diversité des corridors de migration. Donc cela vous permet de regarder l'hétérogénéité, de savoir s'il est toujours donné dans le cas de ces rampes ou non. Et en ce qui concerne la vélocité du cours d'eau local, vous pouvez établir un diagramme éto-hydraulique, vous le connaissez probablement. C'est exactement le même profil. Et vous, par exemple, vous prenez un poisson, une espèce. J'ai traduit cela. Donc, par exemple, le chabot. 0,07, c'est la vélocité critique et tout ce qui est au-dessus de cette vélocité, vous le voyez en rouge, c'est-à-dire théoriquement, le chabot ne peut pas nager contre le courant et tout ce qui est en dessous, c'est vert. Si vous faites le même travail pour des espèces différentes et avec la capacité de nage différente, par exemple, le rouget, ce sera un peu différent. La partie verte sera plus grande. Et pour la truite de rivière, encore une fois différent. C'est un exemple simple pour vous montrer comme à partir de données de laboratoire assez sèches, en quelque sorte, on peut quand même établir la passabilité théorique d'une telle rampe. Si tous les profils ont une partie verte suffisante, à ce moment-là, même la truite de rivière pourra passer. C'est ce que nous avons fait dans nos laboratoires. Maintenant, les essais sur place qu'on a fait ensemble avec Armin Peta et son équipe, même sans mon aide, j'aimerais vous présenter ici les contrôles de fonction, le suivi de telles rampes en enrochement. L'idée, c'est que vous pêchez les poissons au-dessus de la rampe. Vous voulez marquer grâce au PIT, aux émetteurs PIT de tailles différentes pour les différentes espèces, ou alors de les marquer grâce à des couleurs, et après de les remettre dans l'eau en dessous de la rampe et de voir s'ils vont parvenir à nager au-delà de la rampe. On l'a fait dans plusieurs rampes. L'exemple de Wiener, dans le canton de l'Argovie, la rampe à Rheinach, de type non structuré. Vous voyez la longueur, 22 mètres, le déniveau 3%.
On a marqué 14 chabots, 25 aiguilles, et après quelques mois, pardon, pas anguilles, mais chevennes. C'est une preuve qu'on a pu réussir, que ces poissons ont pu réussir à monter au-delà de la rampe. On peut discuter des pourcentages restants. On pourra tout à l'heure parler à Armin Peter et lui poser des questions. Un autre exemple, c'est un exemple qui m'est plus familier, c'est ma rampe. Toujours la Vina, toujours le canton d'Argovie, mais cette fois-ci à la confluence avec le Zour. À l'époque, on a fixé le lit de rivière avec une barrière. On souhaite faire quelque chose de proche à la nature. On a construit une rampe. Vous voyez deux images. Une image du pont dans la direction du courant et contre le courant, avec peu d'eau, et ensuite avec un peu plus d'eau. Les personnes se trouvant parmi vous qui pourront participer à l'excursion le samedi, c'est justement la rampe que vous irez voir. Ici, l'installation PIT, nous sommes sur la rampe, nous regardons vers l'amont. Vous voyez l'antenne qui va enregistrer tous les poissons. Ici, vous voyez la boîte qui va permettre de collecter toutes les données. Nous avons pêché 9 espèces de poissons que nous avons marquées à partir de 4 ou 5 actions de pêche sur l'espace de 2 mois en 2012. Vous avez les 9 espèces ici, barbeau, truite de rivière, gabot, l'anguille, le goujon et d'autres. Et le résultat de ces essais se trouve ici. Presque 400 poissons ont été marqués. Environ 17% de ces poissons ont été retrouvés, détectés au-dessus de la rampe. Donc, ils ont réussi à passer la rampe. 12% ont été détectés, mais en dessous de la rampe. Donc, ils n'y sont pas parvenus. Et environ 70% n'ont pas été détectés et ont probablement été entraînés par les eaux, par les courants. On a eu un peu de malchance parce qu'on a eu quelques événements de crue qui ont soit abîmé l'antenne ou ont entraîné les poissons vers l'aval. Encore une fois, les chiffres avec les espèces de poissons. Truite de rivière, 57%, barbeau, 33%. Et encore les pourcentages pour les autres espèces que vous voyez ici. Pas de passage pour le poisson qu'on appelle Elritz en allemand et Grundling, le goujon. Donc un groupe où il y avait très peu de constats. Le passage le plus vite, c'était la truite de rivière, 255 mètres dans l'espace de 2h45. Et le passage le plus lent, c'était un barbeau qui a mis 65 jours. Donc là, une différence assez énorme qui permet peut-être aussi de dire combien de temps il faut prendre pour ces essais, parce que certains poissons peuvent y arriver, mais ont besoin de plus de temps. Un exemple supplémentaire, toujours dans le canton Argovie, toujours une rampe non structurée, avec un niveau de 6%, donc c'est vraiment à la limite pour la stabilité. Là, on a, vous voyez les pourcentages du succès pour ces poissons, 75% de chevennes et 21% de chabots. Il y a eu un décalage temporel pour les chabots, probablement pour la montaison des chabots, probablement dû à la pente de la rampe. Et une information supplémentaire, les chabots migrent surtout la nuit. Un autre exemple, rampe Pfaffen. Là, vous avez environ, on a marqué environ 125 poissons. Le succès a été pour 13% des chabots et 78% chevennes. Donc la franchissabilité a pu être prouvée.
grâce à une action de marquage qui avait eu lieu auparavant. Ici, il n'y a pas eu de décalage temporaire. Ici, par ces chiffres, on veut montrer que la rampe en enrochement non structuré permet le passage des poissons. À partir de ces essais et à partir des expériences d'Armin Peta et de son équipe, on peut donner ces recommandations pour la construction de rampes en enrochement par rapport à la passabilité. Alors, un des niveaux de plus de 6% n'est pas recommandable, seulement dans les régions où il y a la truite. Sans petits poissons, les rampes non structurées sont à préférer aux rampes classiques. La vélocité est plus rapide et les tapis en bloc permettent des conditions assez homogènes par rapport aux rampes non structurées. La région des ombres, il faut recommander un des niveaux de 3% s'il y a des poissons qui ont une capacité de nage moindre. Dans la région des barbeaux, on recommande 2 à 5%. Il ne faut pas construire des chutes dans les rampes et ce qui est très très important, c'est de faire un suivi des contrôles de la fonctionnalité de la rampe parce que vous pouvez regarder tout cela de manière théorique dans les laboratoires, mais après, sur place, il est très important de veiller à la fonctionnalité des rampes qui permet le passage des poissons. En guise de bilan, un résumé de mon travail entier. Là, vous avez un concept de dimensionnement pour les rampes en enrochement non structuré. Et l'idée, c'est que l'ingénieur peut, à partir de là, progresser pas à pas pour faire des projets de rampes en bloc non structurés. L'idée n'est pas seulement mienne. On travaille en équipe, un guide pratique, ensemble avec la Flussbau AG SAH, qui seront responsables pour la réalisation. Et également, je remercie le FEV qui m'a soutenu au niveau financier. Les perspectives, l'avenir, il y a certainement encore un potentiel pour des recherches et il y a certainement aussi un potentiel du point de vue écologique. En ce qui concerne les constructions dans les rivières, il y a encore beaucoup de possibilités de mener des études à bien concernant la stabilité des rampes, qu'est-ce qui se passe dans les virages, comment travailler avec les diverses rampes. Et du point de vue écologique, on peut peut-être définir encore au-delà quel est le niveau d'hétérogénéité qu'il faut pour garantir la passabilité. Je pense que ce qui est particulièrement important, c'est que les deux secteurs coopèrent, les ingénieurs et les biologues, parce que sinon cela nous mènerait à construire des rampes tout à fait stables, mais qui ne sont pas franchissables. J'aimerais remercier très cordialement Armin Peta pour son aide et je vous remercie, vous, pour votre attention. Merci.